les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir, on va y aller. Excusez ce retard, on a un souci de billetterie en ligne qui ne vous a pas échappé, donc c'est un petit peu plus long. On accueille ce soir Bénédicte Vergès-Chaignon, qu'on a souvent eu le plaisir d'avoir avec nous, puisqu'elle faisait notamment partie de notre conseil scientifique sur l'exposition Jean Moulin. Bénédicte a beaucoup travaillé sur Jean Moulin aux côtés de Daniel Cordier, a publié une chouette biographie de Jean Moulin, mais aussi une biographie de Pétain, et puis une de Colette. Et ce soir, on ne parle pas du tout de ça, on parle donc de son ouvrage sorti l'an dernier sur Joséphine Baker. Donc soirée qu'on a organisée pour rebondir sur la programmation de nos collègues du Théâtre de la Croix-Rousse, qui ont présenté la semaine dernière, je crois, un spectacle qui s'appelle Freda. On va laisser la parole à Bénédicte, que je remercie de faire l'aller-retour depuis Paris dans la soirée. Donc on essaiera de ne pas finir trop tard pour lui laisser prendre son train. Oui, sinon il faudra m'héberger. Il y aura des volontaires. C'est gentil. Merci beaucoup et puis on a hâte. Alors, est-ce que mon micro fonctionne? Oui. C'est bon? C'est bon. Alors, je me lance en vous disant déjà le plaisir que j'ai à être avec vous et je vous remercie de vous être arrachés aux terrasses ensoleillées des cafés pour venir m'entendre. Mais pour une fois, effectivement, je ne parle pas de choses tragiques ou plombantes. Voilà, je vais parler de choses amusantes. Il va y avoir des images, il va y avoir de la musique. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Et je vais commencer par vous raconter une petite anecdote personnelle. C'est que il y a quelques mois, on m'a invitée à participer à une de ces dictées pleines de difficultés, de subtilités orthographiques et de mots inconnus, dont le sujet était Joséphine Baker. Et on m'avait invitée pour que je fasse la conférence pour occuper les candidats pendant la correction des dictées. Et je me suis beaucoup amusée à cette occasion, mais c'était vraiment très paradoxal parce que Joséphine Baker, eh bien, elle a eu toute sa vie une orthographe très fantaisiste, avec toutes les excuses du monde, puisque vous savez que le français n'est pas sa langue maternelle. Et en outre, elle a été très tôt déscolarisée, si bien qu'au sortir de l'adolescence, elle est presque analphabète et elle doit demander de l'aide pour écrire une simple carte postale à sa mère. Or, non seulement elle va surmonter ce handicap, mais elle va devenir une épistolière prolifique et même un écrivain, puisqu'elle a fait écrire, écrit et réécrit à au moins 7 reprises ses mémoires entre l'âge de 21 ans et de 69 ans, preuve qu'elle était bien l'auteur dans tous les sens du terme de sa vie extraordinaire. Alors, cette écriture-réécriture de ses mémoires impliquait aussi une revisite permanente de son passé, au gré de ses inspirations, au gré des circonstances, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention ce soir « Joséphine Baker, femme de légende » avec un S à légende. Joséphine Baker, elle est née Freda Joséphine MacDonald, donc comme l'indique le titre de la pièce. Elle est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. Le Missouri, c'est une terre de ségrégation raciale où sévit la One Drop Rule, une goutte de sang noir et vous êtes parmi les colored people. Elle ne saura jamais avec certitude qui est son père et ses origines familiales sont d'autant plus confuses que sa propre mère est adoptée. Voilà. Donc, en fait, elle a des origines africaines,
indienne aussi probablement, européenne également, et même la photo que vous voyez là, qui est réputée être la seule existante prise pendant son enfance, n'est pas forcément sa photo à elle en réalité. Cette ignorance de l'identité de son père, de ses origines, ça a d'abord été une souffrance, et puis c'est devenu au fil du temps l'opportunité de se revendiquer comme une citoyenne du monde, aux identités changeantes, y compris d'ailleurs contre toute vraisemblance ou cohérence. Son enfance est marquée par la pauvreté, le racisme et aussi le désamour de sa mère, et elle croit remédier à cela en se mariant une première fois à 13 ans, très brièvement, et une deuxième fois à 16 ans avec Willie Baker. Et c'est de ce second mariage que naît Joséphine Baker, un nom qu'elle va faire rayonner d'ici peu dans le monde entier. Entre-temps, elle a adopté par goût et par nécessité le music-hall comme métier et comme vocation. D'abord, elle est trop jeune et puis elle est trop menue pour être plus que figurante ou habilleuse, et elle persévère néanmoins jusqu'à devenir chorus girl. Alors, j'ai illustré cet épisode par des dessins, parce que pour le coup, c'est un moment où il n'y a pas de photos, il n'y a pas de documents que je pouvais vous montrer. Donc, ce sont des dessins qui sont inspirés par les récits successifs de Joséphine Baker elle-même. Donc, elle persévère jusqu'à devenir une chorus girl et à se faire embaucher finalement dans les meilleurs spectacles musicaux et les meilleurs cabarets afro-américains de New York. Elle se fait remarquer pour ses qualités de danseuse et pour son sens de l'humour, je dirais même aussi de l'autodérision, dans les premières comédies musicales entièrement écrites et jouées par des Afro-Américains, Shuffle Along et Chocolate Dandies. Si le succès est là, la ségrégation est là aussi, empêchant les artistes de se mêler les uns aux autres, c'est-à-dire que si à ces spectacles ou si dans les cabarets le public peut être blanc, les troupes sont de manière homogène des gens de couleur. En comparaison, Paris jouit parmi les artistes afro-américains du début des années 1920 de la réputation d'une terre promise de tolérance et d'opportunité. C'est la raison pour laquelle une Joséphine Baker de 19 ans prend le risque de partir pour la France en 1925. Je suis allée un peu vite, pardon. Avec la productrice Caroline Dudley, qui a fait engager au Théâtre des Champs-Élysées une troupe de danseurs, chanteurs et musiciens afro-américains. Et ce sera, bien entendu, la célèbre Revue Nègre. J'ouvre une parenthèse sur ce nom qui est pour nous problématique. Bon, c'est pas rare que les gens me posent des questions à propos de cet adjectif nègre. Or, dans sa version originelle, la revue aurait dû s'appeler Hotsy Totsy, qui est un jeu de mots argotique qui, une fois traduit en français, donne chaude poulette, ce qui n'est pas vraiment mieux dans un autre registre. Voilà. Donc, la Revue Nègre, puisque Revue Nègre il y a, devient en un soir un événement artistique et mondain et une rampe de lancement vertigineuse pour la jeune danseuse. En quelques jours, Joséphine Baker, et Joséphine s'écrit dorénavant avec un accent aigu sur le E, eh bien, Joséphine Baker est promue au rang
de vedette. Sur un formidable malentendu, en effet, Caroline Dudley avait prévu d'importer le jazz, le charleston et le gospel, c'est-à-dire un mélange de New York et du Sud profond, alors que les producteurs parisiens attendaient de l'exotisme africain. Et si bien que, un peu déconcertés par le filage qui leur est présenté, ils font appel au metteur en scène de Mistinguett pour qu'il ajoute à leur demande un charleston lascif, un oxymore fait pour une Joséphine fortement dénudée qui mime l'acte sexuel avec un danseur guère plus vêtu qu'elle. Dans le programme, tous les noms des numéros sont en anglais. Un seul numéro porte un titre français, celui-ci, La danse de sauvage. Alors, j'ouvre une parenthèse palpitante sur la ceinture de banane. L'emblématique pagne n'apparaîtra en réalité que lors d'une revue l'année suivante aux Folies Bergères et à cette heure au Théâtre des Champs-Élysées, Joséphine ne porte que quelques plumes en guise de cache-sexe. Dans les années suivantes, l'étoile du music-hall se fait, en plus de meneuse de revue, alors que tous les music-halls se disputent, Folies Bergères, Casino de Paris, voilà, dans une surenchère financière qu'elle apprécie beaucoup. Elle se fait aussi actrice de cinéma. Elle se fait comédienne de théâtre et chanteuse, et c'est le moment où je vais lancer un petit medley pour vous remettre en mémoire certains de ces tubes. Et je vais revenir sur la photo précédente parce que vous remarquerez, je pense, en entendant ce petit medley, comme en voyant les affiches de ces films, que Joséphine Baker endosse les identités les plus variées, africaines, antillaises, asiatiques, maghrébines. Bref, elle incarne l'empire colonial à elle toute seule. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan quinoise. D'autres lui ont les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. J'ai deux amours, mon pays Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble miracle. Et vous nous parlez d'ici, mon pays dites-nous, Joséphine, à quoi penses-tu sur le ciel d'Argentine? Je vous l'avoue partout où je passais, c'est à toi, Paname, que je rêvais. Mon cœur est un oiseau des îles qui ne chante que pour l'amour. Dans tes
ses bras il trouve l'asile, le nid fragile des plus beaux jours. Voilà. Alors, ce sont des extraits de différentes époques. Vous avez remarqué qu'au début, elle a un accent américain beaucoup plus prononcé et elle chante d'une voix beaucoup plus aiguë aussi. Elle va prendre beaucoup de cours de chant et je vais faire une petite parenthèse. Donc, personne n'ignore qu'elle est américaine à l'origine, mais elle va laisser entendre qu'elle vient non pas du Missouri, un État inintéressant que personne ne connaît, mais de Louisiane, qui est supposé rappeler aux Français le temps lointain des possessions françaises d'Amérique. Et donc, elle va prendre des cours de chant, elle va prendre aussi des cours de théâtre, quand elle va, par exemple, tenir le rôle principal dans La Créole, adaptée de Jacques Offenbach, et c'est Sacha Guitry qui va lui servir de professeur et répétiteur. Elle est tellement populaire qu'elle devient aussi une égérie publicitaire au milieu d'un déluge de promotions et d'objets dérivés. Et elle va incarner en particulier, au temps de la Gomina triomphante, la Baker Fix, à cause de sa coiffure courte. Elle sert de modèle aux peintres comme aux couturiers, à une époque où les femmes commencent à copier les tenues vues sur les vedettes, par exemple dans les magazines de cinéma. Et ce qui est très amusant, je trouve, c'est qu'elle est désignée comme la Parisienne idéale. Les succès s'enchaînent, portés par ses efforts incessants pour élargir son répertoire, s'améliorer en chant et en diction, apprendre le français, ainsi d'ailleurs que l'allemand, l'espagnol ou l'italien, parce qu'elle fait des tournées qui la conduisent à travers l'Europe et en Amérique latine dès les années 1920, et le seul pays qui continue à lui résister, c'est son pays natal. Aux États-Unis, la star internationale demeure une danseuse noire parmi bien d'autres, mais estimée, voire méprisée. Elle n'obtient un contrat qu'en 1936 dans la revue des Exfield Follies, où elle n'est pas du tout la vedette. Et en plus, on lui remet les bananes, avec 10 ans de retard, mais comme vous pouvez le voir, sous une forme métallique assez étrange, conforme à la pudibonderie américaine. Donc c'est une sorte de côte de maille mal taillée. Ces humiliations subies aux États-Unis renforcent son amour inconditionnel pour la France, quitte à minimiser l'intolérance ou le racisme qui existe aussi. Mais elle y jouit d'une très grande popularité et je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre donc une photo de la villa qu'elle a achetée au Vésinet, qui est une banlieue extrêmement résidentielle de l'ouest de Paris. Et donc, sa chambre, le lit, est supposé être celui de Marie-Antoinette. Voilà. Elle est tout à fait extravagante. C'est l'époque où elle possède beaucoup d'animaux, dont des animaux exotiques. Elle vient au théâtre dans sa loge avec sa petite chèvre. Ces extravagances, elles sont racontées dans la presse, elles font partie de son personnage et de la sympathie qu'elle attire aussi. Elle fait salle comble partout en France, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cet entrefilet paru en février 1938, Les Célestins.
Ayant annoncé Joséphine Baker, cela suffit pour que le théâtre soit pris d'assaut et contraint de donner des matinées samedi et dimanche. Alors on la sollicite aussi pour toutes sortes d'événements publics et caritatifs. Donc elle donne souvent le départ du Tour de France, elle participe à des meetings d'aviation, elle prend elle-même des cours à Villacoublay et à Guyancourt et elle possède son propre avion basé à Buc. Alors toutes ces petites villes qui sont proches de Versailles, c'est le berceau de l'aviation française. Donc c'est encore une aviation de pionnier. Elle se dépense sans compter au profit d'œuvres caritatives, y compris en faveur des anciens combattants, ce qui ne compte pas pour rien dans la France de l'entre-deux-guerres. Tant et si bien que, lors de l'exposition coloniale de 1931, des hommes politiques proposent qu'elle soit nommée reine de l'exposition. Mais alors des protestations s'élèvent parce qu'elle n'est pas française et qu'elle ne vient même pas d'une colonie française. Eh bien, qu'à cela ne tienne, en 1937, elle épouse un Français, un jeune homme d'affaires qui s'appelle Jean Lion, et elle demande aussitôt la nationalité française. Cette nationalité lui est acquise, quand bien même elle n'est ni veuve ni divorcée de son mari américain, qui est passé aux oubliettes et qui ne décédera qu'en 1950. Alors, les photos qui la représentent avec Jean Lion ne sont pas très bonnes parce qu'il n'y en a pas beaucoup, car en fait, ils se sont séparés très vite. Ils se sont mariés donc en novembre 1937. Elle demande le divorce en 1939, un an et demi plus tard. Le divorce sera prononcé en 1941 et la partie drôle, c'est que le divorce sera prononcé à Vichy. La partie moins drôle, c'est que Jean Lion s'est engagé dans la résistance et est mort pendant la guerre. Mais donc française, elle est devenue en 1937 et française, elle restera. Et la guerre, qui commence en septembre 1939, lui donne l'opportunité de faire en acte la preuve de son patriotisme. Donc, grâce à son brevet d'aviatrice, elle s'enrôle parmi les secouristes pilotes. Et donc, la photo que vous voyez là, j'attire votre attention sur elle, car elle sera en quelque sorte répliquée à la fin de la guerre. Elle contribue à des œuvres caritatives, elle est marraine de guerre de nombreux soldats, donc auxquels elle écrit en donnant justement des nouvelles de ces animaux. Elle se produit avec le théâtre aux armées et elle a tant de succès devant les militaires qu'elle suscite la jalousie de sa co-vedette Maurice Chevalier. Et puis, elle est approchée par un officier du 2e bureau de l'armée, c'est-à-dire du service de renseignement militaire, pour éventuellement servir d'agent à la faveur de ses relations ou de ses tournées à l'étranger, et sans que ce rapprochement débouche autrement que dans un registre intime, comme souvent avec Joséphine. Je ne vous fais pas la liste de ses amants, de ses amours, de ses aventures. Ça serait très long et en plus, je ne serai pas exhaustive. Lors de l'exode de 1940, elle quitte sa villa du Vésinet pour le château des Milandes, en Dordogne, qu'elle loue comme résidence secondaire depuis quelque temps. Et c'est là que son officier du 2e bureau vient se réfugier après la défaite, à l'été 1940, et propose qu'elle lui serve de couverture en l'emmenant avec sa troupe en tournée au Portugal, le Portugal étant un pays neutre, une fenêtre
ouverte sur le reste du monde depuis l'Europe largement occupée, et pour parler comme au cinéma, un nid d'espions. Joséphine Baker a décidé de ne pas travailler en zone occupée. Le voudrait-elle que les autorités allemandes refuseraient de délivrer un Ausweis, c'est-à-dire un laissez-passer pour franchir la ligne de démarcation, à une artiste dont la couleur contrevient à leur idéologie raciste. Mais en zone libre, elle continue à se produire avec le même succès, tant pour des galas caritatifs que dans des spectacles, et en suscitant la même sympathie. Et par exemple, j'ai eu l'amusement de trouver une lettre qui lui est envoyée par la Légion française des combattants, voilà, organisme pétainiste s'il en est, lui demandant de bien vouloir participer justement à un spectacle en faveur des prisonniers de guerre. Au début de l'année 1941, son officier la convainc de se rendre au Maroc, qui est alors un protectorat français, peut-être pour se mettre à l'abri, car c'est un moment après le renvoi de Laval où il y a des rumeurs d'éventuelle invasion de la zone libre par les Allemands, et peut-être aussi pour essayer d'entrer en contact avec les Britanniques via la zone internationale de Tanger. Mais une fois sur place, Joséphine Baker tombe très gravement malade, probablement à la suite d'opérations risquées, enfin je dirais même acrobatiques, auxquelles elle s'est soumise dans l'espoir de pouvoir avoir des enfants, si bien qu'elle reste hospitalisée au Maroc de juillet 1941 à décembre 1942. Et elle subit plusieurs interventions. Elle a ce qu'on appelle nous maintenant des maladies nosocomiales, plusieurs infections à la suite de ces opérations. Et bien entendu, il n'y a pas encore d'antibiotiques à cette époque-là. Donc, elle est restée hospitalisée jusqu'en décembre 1942, ce qui signifie qu'elle n'a quitté la clinique qu'après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord française, qui a fait basculer une grande partie de l'empire colonial dans la guerre contre l'Allemagne. Et dès lors, elle met complètement sa carrière personnelle de côté, et elle se dépense de Marrakech au Caire dans des conditions matérielles difficiles, voire parfois dangereuses, pour donner des spectacles devant les soldats alliés ou des galas au profit de la résistance ou des militaires blessés. Quand je dis dans des conditions dangereuses, c'est que voilà, elle traverse le désert libyen en jeep, elle s'approche du front pour aller voir les troupes, et elle est notamment à bord d'un avion du groupe de liaison aérienne ministérielle lors d'un accident. Suite à une panne moteur au-dessus de la mer et perdant de l'altitude, l'avion est forcé d'atterrir à proximité d'un port corse. Joséphine Baker et le reste de l'équipage se réfugient sur l'aile de l'avion et ils sont récupérés par un détachement de tirailleurs sénégalais présents sur la zone qui se jettent à l'eau pour les secourir, mais 2 des tirailleurs se noieront pendant l'opération. À partir de l'arrivée du général de Gaulle à Alger, en juin 1943, enfin le 30 mai, donc en juin, quoi, elle se rallie à sa cause et elle se met au service de la France combattante, au point de s'enrôler en 1944 dans les formations féminines de l'armée de l'air, dont elle revêt l'uniforme. Et je peux vous dire, comme vous le devinez, à partir de la photo qui se trouve à gauche, oui, à gauche, et qui est donc l'extrait d'un petit film
qu'elle est toujours partante pour contribuer à la propagande. Elle regagne la France en octobre 1944 et elle continue à alterner les spectacles aux armées et les galas caritatifs. Elle est ainsi la première artiste française à chanter en Alsace, puis à Berlin depuis la guerre. Et donc, elle a été accueillie en France avec beaucoup d'enthousiasme. Elle a donné beaucoup d'interviews. Et c'est une personne qui est très lisse dans ses interviews et qui fait, je dirais, de la promotion avec un discours assez rodé. Et donc, la presse va la surnommer, d'après une phrase qu'elle dit dans toutes ses interviews, « Je ne suis qu'un soldat ». Voilà. Parce qu'elle essaye toujours d'afficher une certaine modestie dans ses interviews. Donc, elle est démobilisée à la fin de la guerre et en récompense de son inlassable dévouement, elle reçoit la médaille de la Résistance. Et comme vous le pressentez en voyant la photo, cette médaille lui est remise à l'hôpital en octobre 1946. Elle a fait une rechute, elle a dû être rapatriée en France et hospitalisée d'urgence, et on pense que ses jours sont en danger, d'où la hâte mise à la décorer. Elle ne recevra la Légion d'honneur qu'en 1961, les militaires s'étant montrés réticents. À la fin de la guerre, malgré sa grande popularité, elle doit relancer sa carrière, qu'elle a complètement mise entre parenthèses, d'autant qu'elle a fait cadeau de tous ses cachets à des œuvres, et elle y parvient avec éclat au moyen d'un retour tonitruant aux Folies Bergères et une nouvelle tournée internationale. Alors, j'ai choisi ces photos du spectacle et aussi la photo où on voit sa coiffure dite à la tonkinoise et voilà ces tenues qui viennent de grands couturiers, en particulier Christian Dior. Par la suite, ce sera Givenchy, parce qu'elle va devenir vraiment une ambassadrice de la haute couture française à l'étranger. Et je n'ai pas fait exprès, mais vous voyez que donc elle pose d'une certaine manière, voilà, pour les photos quand elle porte ces robes remarquables. Dorénavant, dans ces spectacles, et ça depuis 1944, elle est accompagnée par son nouveau mari, le musicien et chef d'orchestre Joe Bouillon, qui lui avait à compenser sa présence sur les ondes de Radio Vichy et de Radio Paris pendant la période de l'occupation. Même si c'était pour y présenter du jazz, ce qui était déjà en soi un peu iconoclaste. Ensemble, ils partagent aussi le rêve de transformer le domaine des Milandes, que Joséphine Baker a acheté, en ferme modèle et en parc de loisirs, mini-république à la gloire de Joséphine, et Joe Bouillon s'y attelle en tenant lieu, je dirais, de régisseur, architecte, chef d'entreprise, tandis qu'elle poursuit les spectacles en France et à l'étranger. Et à ce moment-là, il devient très intéressant financièrement pour elle de retourner aux États-Unis, où cette fois, elle est traitée comme une vedette, où elle a beaucoup de succès, et elle essaye de mettre sa notoriété et son succès à profit pour stigmatiser la stupidité de la discrimination et du racisme. Alors, par exemple, elle va
obtenir que les gens de couleur puissent venir voir son spectacle dans des cabarets blancs en Floride. Voilà. Mais son militantisme va pas toujours être aussi couronné de succès. Et d'ailleurs, ce militantisme fait qu'elle devient une indésirable en Amérique, surveillée par le FBI, dont les dossiers sont finalement bien décevants pour les historiens, hélas, voilà, puisqu'ils ne contiennent guère que des ragots et des coupures de presse. Donc cet engagement aux États-Unis est salué en France, où elle est nommée déléguée internationale de la Ligue contre l'antisémitisme, c'est l'ancien nom de la LICRA. Elle prend régulièrement la parole en public, donc il faut que vous vous représentiez quand même qu'elle fait ses discours elle-même, elle prend la parole en public, y compris devant des personnalités politiques, des intellectuels de premier plan. Voilà la petite jeune fille qui ne parlait pas français et qui était presque analphabète. Voilà, maintenant, elle se débrouille toute seule. Elle combine ses concerts avec des campagnes de propagande en France, en Europe et jusqu'au Japon. Et c'est ainsi qu'elle conçoit le projet d'adopter 4 ou 5 garçons d'origine différente pour prouver que les préjugés sont sans fondement. Donc, elle commence par 2 adoptions au Japon en 1954 et l'entreprise prend une ampleur hors de contrôle puisque ce sont finalement 10 garçons et 2 filles qui sont adoptés à travers le monde dans la décennie qui suit. Elle transforme sa famille en une véritable cause internationale et la militante Joséphine Baker est presque aussi connue que l'artiste Joséphine Baker. Mais en imaginant les Milandes en village monde, elle les transforme en gouffres financiers que ces tournées ne suffisent plus à combler. Et là, je vais vous faire entendre un autre extrait. Donc, c'est une chanson qui est composée, voilà, à propos du village de ces enfants adoptés. Et au fil des années, les paroles vont changer puisque on démarre avec dans mon village, il y a 4 petits enfants et on finira avec 12. Alors, hop. Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Voilà. Donc il faut que vous vous rendiez compte que c'est une époque où elle tourne partout en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique latine, où elle parle de ses enfants, où elle cherche de l'argent aussi, et l'ampleur de tout ça, les problèmes matériels posés par cette tribu arc-en-ciel, ont raison déjà de son mariage avec Jo Bouillon. Alors, je dis ça, non, parce qu'ils ne vont pas divorcer pour lui permettre à elle de continuer à adopter des enfants, et ont raison de la viabilité financière des Milandes. Et en dépit de plusieurs campagnes d'appel aux dons, le domaine finit par être vendu avec perte et fracas en 1968. Et c'est un choc psychologique
et physique telle pour Joséphine Baker qu'elle fait un AVC à ce moment-là. Elle doit être hospitalisée, mais elle va s'efforcer de cacher les problèmes cardiaques qui se sont révélés parce qu'elle veut continuer à faire des spectacles et à obtenir des contrats. Et effectivement, le Phénix renaît de ses cendres sur scène, beaucoup avec l'aide de Grâce de Monaco. Et c'est avec la consécration d'un nouveau spectacle qui relate sa vie à Bobino qu'en 1976, Joséphine Baker décède d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 69 ans et elle était en train d'écrire une nouvelle version de ses mémoires. Le 30 novembre 2021, ce qui est le jour anniversaire du mariage avec Jean Lion qui lui avait permis de devenir française, elle entre au Panthéon, montant ainsi le dernier, le plus inattendu et le plus glorieux escalier de sa carrière. Et ce qui est exceptionnel, c'est que toute cette translation de ses cendres a été accompagnée dans Paris et au Panthéon de la diffusion de ses chansons. Et je dois avouer que je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire entendre un extrait de la chanson qui accompagne la remontée de la rue Soufflot ce soir-là. Donc vous imaginez que le cercueil est porté et accompagné par des militaires de l'armée de l'air. Des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je me donne à eux. Il y en a qu'un su me plaire. Il est méchant, il n'a pas le sou. Ses histoires ne sont pas claires. Je sais bien, mais je m'en fous. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris seul. Je peux rien y faire, mon cœur est pris par lui. Je crois j'en perds la tête, il est si bête qu'il ne l'a pas compris. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris seul. Je passerai dans un trou de souris pour lui. Chaque jour je l'adore, bien plus encore. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris, c'est lui. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris. Voilà, donc jusqu'au bout, Joséphine Baker, ça aura été le talent, le professionnalisme, mais aussi la fantaisie, l'humour et l'autodérision qui l'avaient fait connaître. Et donc, c'est à ce rythme qu'elle a rejoint au Panthéon Marie Curie, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle et Simone Veil, ce qui est, somme toute, assez amusant. Merci de m'avoir écouté.